La bourse, c'est l'un des piliers les plus importants et les plus puissants pour arriver à se générer un capital sur le long terme en utilisant les intérêts composés et en utilisant différentes approches et différentes stratégies que j'ai déjà eu l'occasion de te présenter sur cette chaîne YouTube. Et parmi la classe d'actifs ou les classes d'actifs les plus puissantes aujourd'hui, les plus performantes en bourse, on va retrouver notamment les actions. Il y a tout un tas d'études que je t'ai déjà présentées encore une fois sur cette chaîne qui montrent notamment que les actions, c'est aujourd'hui la classe d'actifs la plus performante, notamment quand on s'intéresse au marché financier et plus spécifiquement en bourse. Et dans cette vidéo, j'aimerais te présenter un papier de recherche que j'ai trouvé très intéressant qui remet un petit peu en perspective tout ça et qui compare les performances des obligations et des actions sur le long terme, puisqu'il y a pas mal d'études qui montrent aujourd'hui que les actions, c'est la classe d'actifs la plus performante. Mais on va voir que d'une certaine manière, les études qui sont communément utilisées pour appuyer ce genre de propos, souvent sont biaisées puisqu'elles ne sont pas capables de revenir suffisamment en arrière ou vont évincer peut-être certains événements historiques qui ne poussent pas forcément en faveur des actions. Donc c'est pour ça qu'avoir des obligations en portefeuille, ça reste quelque chose d'intéressant. Et d'ailleurs, il y a plein d'études aujourd'hui qui montrent que d'avoir un portefeuille en partie en actions, une partie en obligations, ça permet d'avoir des performances lissées sur le long terme, des performances intéressantes et en plus de ça, de limiter la volatilité du portefeuille. Mais est-ce que c'est intéressant d'avoir une part aujourd'hui plus importante et plus significative en obligations qu'en actions? Est-ce que en effet, c'est vraiment le cas que sur le très long terme, les actions sont plus performantes que les obligations, ou est-ce que il y a quand même peut-être certains éléments supplémentaires à avoir en tête? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Tout ce que je te présente dans cette vidéo, c'est issu de ce papier de recherche là que je te mets à l'écran. Donc comme d'habitude, si tu veux croiser les informations, revenir directement aux sources, n'hésite pas. Je te mettrai le lien dans la barre d'infos. Moi, mon objectif dans cette vidéo, c'est vraiment d'extraire les parties les plus intéressantes et de faire un résumé. Mais je ne vais pas pouvoir tout revoir, tout ce qui est présenté dans ce papier de recherche, parce que sinon la vidéo serait bien évidemment trop longue. Donc je vais déjà te redonner quand même le contexte de l'analyse et de l'étude. Il faut déjà repartir des bases sur un bouquin qui a été publié depuis maintenant un certain temps par un certain Jeremy Siegel, qui est un professeur à Wharton, qui a écrit un livre qui s'appelle The Stocks for the Long Run. Et dans ce livre, justement, il a démontré que les actions sont moins risquées que les obligations à condition qu'on ait un horizon d'investissement long terme. Par exemple, sur une année, le risque de perdre sur les actions, il est de 27%. Par contre, sur 15 ans, le risque, il est plus que de 3%, soit une chance sur 4 de perdre en investissant sur les actions sur une année, mais sur 15 ans, le risque finalement passe à 3%. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre les années 2000 et 2014, la performance des obligations a été de 5,5% net d'inflation par an. C'est nettement plus que les actions qui ont fait 1,8% par an sur cette période. Donc en réalité, les 30 dernières années ont été exceptionnelles pour les obligations. Et un des facteurs, et je t'en avais déjà parlé à plusieurs reprises sur cette chaîne YouTube, qui pourrait expliquer la performance incroyable des obligations ces dernières années, ça a été justement la baisse successive et continue des taux d'intérêt de la Fed, donc de la Réserve fédérale américaine, qui est la banque centrale américaine, qui a permis mécaniquement de faire booster le prix des obligations. Tu le sais, mais plus on va avoir des taux qui vont diminuer, plus on va avoir le prix des obligations qui vont augmenter, et à l'inverse, plus on a une augmentation des prix, plus on a une baisse tout simplement du prix des obligations. Mais sur cette période, entre les années 2000 et 2014, ça a été un super bull run pour les obligations, d'ailleurs depuis les années 1980, parce qu'on a eu une baisse quand même successive et importante et significative des taux d'intérêt sur cette période. Là, dernièrement, on a eu une augmentation des taux. Je crois qu'au moment où je tourne cette vidéo, on est à 5,5%. Mais si on regarde historiquement parlant les taux d'intérêt sur les 100 dernières années, même avec 5,5% de taux d'intérêt, aujourd'hui, ça reste quand même relativement faible par rapport à ce qu'on pouvait avoir sur les années précédentes et même au plus haut dans les années 70-80. Donc si on regarde en fait les performances les plus importantes, en tout cas les classes d'actifs les plus connues, les plus utilisées en bourse, et on regarde leurs performances entre 1802 et 2012, on remarque que la classe d'actifs la plus performante, c'est notamment celle des actions, puisque sur cette période-là, en moyenne, les actions ont pu faire du 6,6% annualisé. Les obligations qu'on appelle les bonds en anglais ont fait du 3,6%, les métaux précieux, notamment l'or, 0,7%, et le dollar a perdu de sa valorisation. Donc attention, ça s'est arrêté en 2012. Si on prend en compte en plus tout ce qu'il y a eu, toute l'impression monétaire qu'on a pu avoir depuis mars 2020 avec la crise sanitaire, on est bien évidemment sur
des performances encore plus faibles pour le dollar. Donc selon ce graphique, hein, qui est issu du bouquin de Stocks for the Long Run qui a été écrit par Jeremy Siegel que je t'ai évoqué un petit peu plus tôt, on remarque que c'est les actions qui ont le plus performé avec les obligations, mais quand même une très largement surperformance des actions sur cette période, puisque $1 qui aurait été investi en 1802 se serait transformé en 2012 en plus de 704 000 $, ce qui est juste énorme. Pour les obligations, on serait à $1 qui se serait transformé en 1778 $ en 2012. L'or, donc ça serait $1 en 4,52 $. Et l'US dollar, donc la devise $1 en 1802, se serait transformé en l'équivalent de 5 centimes de pouvoir d'achat sur l'année 2012. Donc il y a vraiment un intérêt à investir pour préserver son pouvoir d'achat avec le temps. Et donc ce qui est issu et ce qui ressort en fait de l'étude de Jeremy Siegel, c'est vraiment que les actions fonctionnent très très bien, c'est la classe d'actifs la plus performante, que les obligations sont celles qui ont également très bien fonctionné sur cette période-là, mais quand même dans une très largement moindre mesure que les actions. Et tout ça, en fait, avec l'étude que je te présente dans cette vidéo, c'est remis en perspective pour essayer de se rendre compte si les informations là qu'on a pu retrouver dans ce bouquin-là, c'est vraiment des informations qu'on est capable d'analyser et si vraiment sur le long terme, on est capable de dire que les actions surperforment véritablement dans toutes les conditions de marché, finalement, les obligations. Et si on veut avoir un portefeuille qui se développe, est-ce qu'il faut beaucoup plus du coup s'axer sur les actions ou est-ce que quand même avoir une part importante et significative de notre portefeuille sur les obligations, ça peut être un point intéressant à avoir en tête. Donc il y a un chercheur universitaire qui s'appelle Edward McCary qui a essayé de nous proposer un premier élément de réponse et qui a pour ça repris les données de Jeremy Siegel que je t'ai présenté un petit peu plus tôt pour avoir une représentation plus proche de la réalité. Pour les actions, par exemple, McCary a apporté des révisions majeures aux données d'avant 1871 en incluant davantage d'actions, les rendements pondérés en fonction de la capitalisation et surtout en corrigeant ce qu'on appelle un biais de survie, c'est-à-dire en sélectionnant peut-être certaines entreprises au détriment d'autres, parce qu'avec la sélection des actions qui avait été effectuée par Jeremy Siegel, il y avait justement ce biais de survie-là, et donc il a essayé de revisiter en fait ce modèle pour essayer d'avoir un modèle qui soit beaucoup plus proche de la réalité. Et ce qu'il met en fait dans son rapport, et je te l'ai mis là entre guillemets, c'est que les banques ont fait faillite lors des paniques, les autoroutes et les canaux ont succombé aux chemins de fer, et les chemins de fer en difficulté ont fait faillite dans les années 1840 et 1850 à un degré jamais compris auparavant. En bref, les sources de Siegel ont laissé de côté les mauvais aspects, ce qui donne une image trop optimiste des rendements boursiers d'avant-guerre. C'est pour ça qu'il y a eu quand même une présélection ou peut-être certains événements historiques qui ont été occultés avec le modèle de Jeremy Siegel et qui a été remis en perspective par celui justement de McCary dans ce modèle de recherche. Donc pour les obligations, McCary a créé un nouveau modèle d'ensemble de données plus précis en y ajoutant des obligations long terme de haute qualité, ce qui ne faisait pas partie du modèle qui était présenté notamment par Siegel. Avec le modèle revisité de McCary, on se rend rapidement compte en fait que les actions surperforment de nouveau les obligations, mais quand même dans une moindre mesure, puisque les rendements des actions sont plus faibles. On est à 5,9% sur ce modèle contre 6,6% avec le modèle de Siegel, et les obligations, on est à 4,1% de rendement contre 3,6% sur le modèle précédent. Donc il y a quelques modifications, mais on est quand même encore relativement proche, puisqu'on se rend compte que sur le long terme, ça reste encore les actions qui surperforment les obligations. Si maintenant on zoome entre les années 1900 jusqu'à 2021 et on essaye de comparer les performances des actions par rapport aux obligations, on remarque que entre les années par exemple 2002 jusqu'à 2021, on a eu une surperformance des actions par rapport aux obligations. Même chose entre 1972 et 2021 et exactement la même chose entre 1900 et 2021. Donc dans tous les graphiques qui sont présentés à l'écran, les actions surperforment effectivement les obligations, ce qui nous conforte beaucoup plus dans la thèse qui était présentée par Siegel. Et si on décide non pas de regarder entre les années 1900 jusqu'à 2021, mais qu'on revient sur 150 années d'historique, on se rend compte que les actions et les obligations ont eu toutes les deux des très bonnes performances, mais quand même des performances relativement identiques et relativement proches les unes par rapport aux autres. Attention aussi, la surperformance des actions qui semble si évidente dans les données de Siegel que je t'ai présentées un petit peu plus tôt est en fait concentrée sur la période allant de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à 1982, avec également le biais de survie, avec une présélection de certaines entreprises au détriment d'autres. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à la manière dont on va être amené à interpréter les informations. Si maintenant on analyse l'historique en fonction de différentes périodes, donc entre 1793 et 2022, on se rend compte que en effet les actions ont eu des performances
performance de 6,1% contre 4% pour les obligations. Par contre, si on prend entre 1793 et 1942, on a eu des performances de 5,5% pour les actions contre 5,6% pour les obligations. Et si on va sur d'autres périodes, par exemple entre 1943 et 1982, ça a été super intéressant pour les actions puisqu'on a fait 7,1% sur cette période contre moins 1,3% pour les obligations. Et entre 1983 jusqu'à 2022, on a eu 7,9% pour les actions en termes de rendement contre 5,2% pour les obligations. Donc il faut faire attention quand on va avoir des personnes qui vont pouvoir peut-être te dire si tu veux avoir des performances intéressantes sur le long terme, d'avoir une surpondération des actions sur ton portefeuille parce qu'en effet, et c'est la réalité parmi toutes les études que je t'ai présentées, que les actions sur le très 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 long terme ont tendance à très largement surperformer les obligations. Par contre, on ne sait pas la période qu'on va être amené à analyser et la période dans laquelle nous on va tomber. C'est-à-dire que si a priori toi tu décides de te dire je vais me surpondérer sur les actions à un moment donné et que on arrive sur un bull market au niveau des obligations, ça peut avoir un préjudice important sur ton portefeuille. Et tu vois, quand on parle de période d'analyse, on ne parle pas de période d'analyse de 5 ans ou 10 ans. Là, on parle par exemple entre 1793 et 1942, entre 1943 et 82, etc. etc. A priori, on n'est pas tous préparés à vivre encore 150 ans ou 200 ans. Donc quand on parle d'investissement long terme, pour la grosse majorité des gens, c'est entre 30 ou 40 ans, à peu près. Des fois c'est un peu plus, des fois c'est un peu moins, mais on va dire entre 30 et 40 ans. Et ça, en fait, ça correspond à peu près à une période. Donc si tu es sur une période opportune qui est en faveur des actifs que tu as surpondérés sur ton portefeuille, ça peut être une bonne chose. Mais si les actifs que tu as surpondérés, c'est ceux qui performent le moins sur la période dans laquelle tu as décidé de placer ton capital, ça peut te mettre dans des positions compliquées. C'est pour ça qu'il faut faire attention à la manière dont tu vas diversifier ton portefeuille et qu'avoir des actions, des obligations, des commodities, éventuellement de l'immobilier coté, des métaux précieux, etc., etc. Avoir un portefeuille qui est suffisamment diversifié en prenant tous les points liés à la diversification, c'est quelque chose d'important et c'est ça qui va te permettre de te protéger si jamais on se situe dans un cycle particulier que tu n'aurais pas pu préparer, que tu n'aurais pas anticipé au préalable. Si maintenant on essaie de regarder et d'analyser le comportement des obligations à 10 ans par rapport aux actions entre 1802 jusqu'à 2022, ça, on retrouve en fait le graphique que tu peux retrouver à l'écran. Et des fois, on va avoir les actions qui vont surperformer les obligations et des fois, ça va être l'inverse. Donc globalement, il y a quand même un intérêt d'avoir les deux en portefeuille. Donc attention à la manière dont tu vas constituer tes poches d'actifs et la manière dont tu vas allouer ton capital. Donc c'est ce que je t'ai mis à l'écran. Les actions ont surperformé sur le long terme tant aux États-Unis qu'à l'échelle internationale, mais il y a de longues périodes où ça n'a pas été le cas. Selon Macquarie, parfois les actions battent les obligations, parfois les obligations battent les actions et parfois leur performance est à peu près la même. Donc attention à la manière dont on va allouer notre portefeuille encore une fois. Le professeur Macquarie souligne que même si la période de surperformance des actions qui a commencé autour de la Seconde Guerre mondiale ne se reproduit pas à l'échelle internationale ou dans l'histoire des États-Unis, il n'existe aucun exemple où la dette surperforme les actions dans le même degré. Donc d'où l'intérêt d'avoir quand même des actions en portefeuille parce que c'est encore une fois la classe d'actifs qui performe le mieux sur le très long terme. Aussi volatile que soit la surperformance des actions, elle semble avoir une tendance centrale comprise entre 0 et 5% au cours des 120 dernières années. Les actions surperformeront probablement les obligations sur le long terme, mais sur le long terme spécifique qui compte pour la plupart des investisseurs. C'est-à-dire que quand on parle de long terme, là dans les études, c'est 120 années, 150 années, voire 200 ans. Là, quand on parle d'investissement long terme pour l'investisseur, ça peut être 10 ans, 20 ans ou 30 ans. Et là, on ne sait pas dans quel cycle finalement on va pouvoir se trouver. Donc on peut pas vraiment en être certain, on ne peut pas savoir si on va être plutôt sur un cycle lié aux obligations sur les 20, 30, 40 prochaines années, ou ça va être plutôt les actions qui vont surperformer sur les 10, 20, 30, 40 prochaines années, encore une fois. D'où l'intérêt de te diversifier et d'où l'intérêt de faire attention à la manière dont tu vas placer ton capital. Avant de te laisser, si tu es perdu sur le fonctionnement notamment des obligations, la courbe des taux, si c'est des termes que tu as déjà entendu parler, que tu ne maîtrises absolument pas ou qui ne sont pas très clairs pour toi, je te mets deux vidéos là à l'écran. La première qui s'appelle courbe des taux, comment ça marche, et la seconde, investir dans les obligations avec des taux bas. Tu comprendras un peu plus le fonctionnement des obligations et l'intérêt éventuellement d'en avoir en portefeuille. Tu retrouveras ces deux vidéos dans la playlist bourse, donc n'hésite pas à y jeter un coup d'œil si c'est quelque chose qui t'intéresse. J'espère
J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si tu veux en savoir plus sur les marchés financiers et si tu veux commencer à faire tes premiers pas efficacement justement là-dedans, je t'ai préparé un programme de formation offert de plusieurs heures que tu peux rejoindre. Tu retrouveras le lien dans la barre d'infos. Tu as simplement à cliquer sur le lien que je t'aurai mis, tu rentres ton adresse mail et puis tu verras, je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.